On peut y aller, voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver au cœur des universités Jules Verne, 6e édition. Et pour ce 18e numéro des rendez-vous RSE, le dernier de la saison, c'est l'émission mensuelle proposée par la chaire RSE, responsabilité sociétale d'Audencia Business School. Une fois par mois, on a eu le plaisir depuis 2 ans de se retrouver et de retrouver les acteurs du territoire, entreprises, collectivités, acteurs de l'économie sociale et solidaire, porteurs de projets associatifs, tous impliqués dans une démarche RSE et qui nous font part de leur expérience et bien de leur expertise dans l'émergence de ces engagements sociétaux. Vous nous suivez sur la page Facebook d'Audencia. Vous pouvez également nous retrouver sur le sonunique.com sur la rubrique Event. Et pour ce dernier numéro de la saison, donc des rendez-vous RSE, nous avons décidé de nous intéresser à la question des nouvelles pratiques managériales. Une question, un sujet qui fait d'ailleurs assez bien écho, je trouve, et résonance avec cette thématique, cet item de la relation au temps qui marque et qui signe cette 6e édition des universités Jules Verne. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se jouer dans les organisations ? De quelle mutation managériale parle-t-on exactement ? Quel environnement idéal créé pour ses collaborateurs, ses employés ? Comment comprendre les motivations et les attentes des salariés ? Quels sont les enjeux autour de la notion de gestion des compétences, d'évolution professionnelle, de relations au savoir ? Quand on parle d'innovation, on pense souvent à stratégie, offre, organisation et finalement très rarement au management, à savoir la manière dont on anime les femmes et les hommes. Le management serait finalement le parent pauvre de l'innovation. Les entreprises doivent-elles radicalement se réinventer pour se différencier, attirer et garder et conserver les talents ? Et si l'amélioration de la performance économique et sociale des organisations passait par une refonte des systèmes et pratiques de management ? Pour en parler aujourd'hui, ce 5 juillet, Marion Lambert, bonjour. Vous accompagnez les transitions et vous êtes responsable de la qualité de vie au travail à la CARSAT Pays de la Loire. C'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. C'est un organisme de sécurité sociale sur les sujets évidemment de l'assurance vieillesse et de l'assurance des risques professionnels. Éric Gemin, juste à côté de vous, vous êtes responsable du groupe SADAE, spécialiste en ingénierie mécanique et bâtiments associés avec la création. Vous nous en parlerez d'une école, d'une académie sur ces sujets de formation que j'évoquais en introduction justement. Vous travaillez aussi sur les sujets de l'assistance au développement des entreprises sur le territoire américain, en lien d'ailleurs avec votre histoire, puisque vous êtes implanté maintenant au niveau international. 7 entreprises en France, une entreprise à New York, une entreprise à Montréal, 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus d'une centaine de collaborateurs. Geoffroy Verdi à mes côtés, vous êtes directeur général de l'association ADT, c'est l'aide à domicile pour tous depuis 2009. Vous en êtes le directeur, mais l'association existe depuis 1976. Vous intervenez auprès des familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap et aidants familiaux sur l'ensemble du département. 500 collaborateurs que vous dirigez. Et en 2018, vous nous en parlerez, un projet de transformation qui s'appelle Libérer les énergies. Enfin, Nicolas Arnaud, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur Audencia, programme Grande École. Vous êtes titulaire de la chaire Innovation Managériale et vous êtes professeur en management HDR pour habilitation à diriger des recherches. Mon cher Nicolas, peut-être poser un premier chapeau d'ordre sémantique pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle d'innovation des pratiques managériales. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ce qu'on observe sur ces questions de l'évolution des pratiques de management, c'est qu'aujourd'hui, nos organisations, et on le voit bien d'ailleurs, beaucoup d'études le montrent depuis plusieurs années, c'est que dans tous les secteurs d'activité, tous les types d'entreprises, les PME, les ETI, les grandes multinationales, font face finalement à 2 grandes forces, justement. À la fois une hyper-compétition, c'est-à-dire un environnement économique qui s'intensifie et qui rend nécessaire de trouver de nouveaux leviers de développement, et en même temps une force plus interne qui est une évolution des attentes des salariés vis-à-vis du travail et donc vis-à-vis des pratiques de management. Et donc quand vous faites la synthèse de ces 2 forces externes et internes, effectivement se pose la question de l'innovation, pas seulement sur la question du produit, sur la question de la stratégie, sur la question des technologies, mais comme vous l'avez bien dit, sur la question des pratiques de management. Et donc quand on parle d'innovation managériale, on parle de ces évolutions de pratiques de management qui visent à sortir
Vous voyez bien l'image du manager petit chef, du manager contrôleur, du manager auxiliaire RH, pour faire finalement d'un manager de proximité un manager qui soit là pour animer, pour peut-être gérer des conflits quand il y en a, pour accompagner dans la montée en compétences des collaborateurs. En tous les cas, à travers ces innovations managériales, eh bien, se pose la question des bonnes pratiques et du rôle des managers de proximité comme moteur des innovations managériales au service du développement économique et social des entreprises. Alors ça, c'est peut-être une situation idéale que vous évoquez là. Est-ce que la prise de conscience est faite, et notamment faite sur le territoire auprès des dirigeants et des dirigeants de toutes les tailles de structures et tous les secteurs d'activité? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ces changements? De fait, ce qu'on observe, il existe des bases de données, par exemple, sur l'actualité et sur donc qui consolident les articles de presse, et vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Et quand vous faites une recherche par mots-clés avec le mot-clé innovation managériale, ce que vous constatez, c'est que depuis 5 ans, il y a eu une inflation tout à fait exponentielle de l'utilisation de ce terme et des nouvelles pratiques de management associées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, c'est au cœur des réflexions des dirigeants, des cadres dirigeants et des managers pour repenser la manière dont le travail est organisé et dont le travail est managé. Donc de fait, il y a une actualité tout à fait significative. Après, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des philosophies différentes, qu'il y a peut-être même des idéologies différentes, il y a des tentatives diverses et variées. Mais aujourd'hui, de fait, quand on va en organisation et quand on est professeur de management et qu'on travaille dans le cadre d'une chaire sur les innovations managériales, on passe beaucoup de temps en entreprise à discuter avec des employés, avec des managers et des cadres dirigeants. Et on voit bien que c'est au cœur des réflexions aujourd'hui. Mais force est de constater qu'il n'y a pas de recettes clés en main, des recettes sur étagère qu'il suffirait de sortir de l'étagère et d'implémenter. Il y a plutôt une grande variété de pratiques au sein des organisations qui tentent des choses. Certaines réussissent, d'autres un peu moins. Mais en tous les cas, ce sujet est vraiment au cœur des préoccupations des entreprises aujourd'hui. Alors justement, Éric Gemin, peut-être pour commencer avec vous, dans le groupe que vous dirigez, dans cette histoire que vous avez créée finalement, construite avec l'ensemble de vos collaborateurs, comment vous situez-vous par rapport à cette prise de conscience? Est-ce que ça faisait partie, d'abord il faudra nous expliquer un petit peu quelle est la philosophie, quelles sont les valeurs que vous défendez, que vous incarnez, que vous infusez ou que vous diffusez auprès de vos collaborateurs et à travers votre projet entrepreneurial, mais comment vous situez-vous par rapport à ces changements? Alors, pour un petit peu répondre à tout ça, je vais mettre un petit peu le contexte, un petit peu la philosophie de l'entreprise. Nous, on fait du slow management. Alors, je ne savais pas que je faisais du slow management quand je gérais la boîte. Et un jour, faisant partie du CJD, j'ai eu une conférence sur le slow management. Je me suis dit, mais c'est ce que je fais. Voilà. Alors, le slow management, c'est quoi? Comment moi je l'explique? C'est simple. Aujourd'hui, le système économique mondial, je dis bien le système économique mondial, c'est quoi une entreprise dans ce système-là? Une entreprise, c'est un centre de profit qui doit faire du chiffre d'affaires et du bénéfice. Et tout ce qui tourne autour, c'est des moyens. Donc cette entreprise, ça va être une entreprise qui va faire des produits ou des services. Il va y avoir des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des avocats, des experts comptables, des banquiers. Mais tout ça, ça doit faire du pognon. Bon, d'accord? Ok. Donc ça, c'est l'entreprise aujourd'hui. C'est ce qui existe dans le système économique mondial. Le slow management, c'est pas ça. Le slow management, c'est quoi? C'est une entreprise qui a envie de se développer. C'est des collaborateurs qui ont des projets de vie. Je dis bien des projets de vie, pas des projets professionnels. Et ça, on s'associe les deux. Et le système économique ne devient qu'un moyen et pas un objectif. Pour expliquer ça, moi j'ai 9 entreprises, 7 en France, une à New York, une à Montréal. Et ce ne sont que des histoires. Je suis là aujourd'hui avec un de mes associés collaborateurs. C'est quelqu'un que j'ai rencontré chez mes parents en 2016. C'était l'anniversaire de ma maman. Et ce jeune homme venait chercher ses filles, puisqu'il gardait ses filles. Et il était en burn-out. Il travaillait dans une grande banque française. Il était un manager. Il était en situation difficile. Moi, je lui raconte mes histoires d'entreprise, que je pourrais avoir raconté d'autres. Et il a les yeux qui brillaient. Il dit, mais c'est ce que j'aimerais faire, moi, dans ma vie. Il avait 31 ans. Je dis, écoute, pas de problème. On crée une boîte ensemble. Il dit, non, mais attends, nous, on est dans la mécanique générale. J'y connais rien. Je dis, c'est pas un problème. Tu démissionnes de ton entreprise et on crée une boîte ensemble. Moi, je t'aide
En plus, ça sera ton entreprise, tu auras 51, moi 49 et je t'accompagne. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle est au Mans, elle s'appelle DAOmen et il y a 10 collaborateurs. Et vous nous expliquerez, en évoquant d'autres exemples, que vous en avez fait peut-être un modèle de croissance. Marion Lambert, à la CARSAT, alors vous accompagnez la transition, vous êtes responsable de la qualité de vie au travail. La QVT, on en parle depuis un moment, c'est présent aussi dans le domaine industriel, dans les services, dans vos métiers aujourd'hui. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est peut-être cette histoire de transition. Est-ce que ça ne dit pas déjà quelque chose du mouvement que vous avez justement impulsé à la CARSAT ? Transition, on en vit beaucoup, nous, dans l'institution sécurité sociale depuis quelques temps. Je pense que l'institution telle qu'elle était il y a 50 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. On s'est beaucoup adapté, on a voulu servir nos clients autrement. Ça a forcément eu beaucoup d'impact et de répercussions en interne. Et puis ça, c'est des changements qui se sont imposés à nous et puis à ceux qui sont la vie de notre structure. Vous le savez, on a des moyens de moins en moins importants et puis des effectifs qui évoluent aussi avec une pyramide assez âgée. Donc on ne pouvait pas se poser ces questions de comment on fait pour accompagner au mieux ces changements-là en interne. Donc l'accompagnement, il est obligatoire, puisque quand on parle de changement, on a tous à l'esprit qu'on n'aime pas être changé. On a juste envie qu'on nous donne la place pour s'exprimer au mieux et peut-être après accompagner ce changement. Donc ce département, il est né vraiment du constat qu'on allait devoir accompagner au mieux tous les impacts humains que notre entreprise allait devoir vivre. Donc... Vous parlez de résistance. Vous avez des cas concrets. On peut le mesurer, ça. On peut en tout cas le sentir dans la difficulté de faire les pivots. Finalement, ça concerne une partie des collaborateurs ou la majorité. Quand j'entendais mon voisin s'exprimer, j'étais touchée parce que je pense que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment de l'humain, de ce qui fait qu'on est ici présent, ce qui nous anime tous les jours, ce qui fait sens dans notre vie, et le travail en fait grandement partie. Quand on... Excusez-moi, du coup, j'ai... C'était la résistance au changement. Oui, et la résistance, elle est humaine. Et donc, là où il faut avoir un grand respect quand on est ceux qui portent ce mouvement-là, c'est de se dire que chacun ira à son rythme, qu'il faudra s'appuyer sur ceux pour qui ça fait sens immédiatement, ceux qui sont vraiment porteurs, et avoir un regard très humble vers ceux qui sont peut-être moins spontanément embarqués par le changement. Donc ça réclame de s'adapter à tout le monde, ça réclame de la patience, et ça réclame de mettre en place des dispositifs qui peuvent répondre à tous ces états d'esprit différents. Nicolas Arnaud, justement, on parlait et pour encore une fois faire écho à cette journée qui parle de temps et de la relation au temps, il faut accepter que ça prenne du temps de changer. Est-ce que la vision de contrôleur de gestion, l'injonction à l'idée, à la notion de performance, de centre de profit, peut enrayer, compliquer, retarder aussi justement ces changements nécessaires et impérieux, on comprend bien. Mais alors, effectivement, c'est une question centrale et on voit bien que les entreprises d'aujourd'hui sont dans des dynamiques assez difficiles, voire paradoxales, parce qu'il y a une pression temporelle qui est de plus en plus forte, avec une rapidité requise, demandée d'être dans la performance économique mais aussi sociale. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui font des sondages journaliers pour mesurer le niveau de bien-être de leurs salariés jour par jour et en tirer des courbes d'activité de niveau de bonheur au travail. Donc il y a une pression du temps pour le raccourcir et en même temps, vous l'évoquiez effectivement, parce qu'on est sur la chose humaine, avec toute la beauté de cette chose humaine, on sait très bien que ce facteur humain nécessite un peu de temps pour implémenter, pour comprendre, pour vraiment interpréter et se saisir de nouveaux discours organisationnels, de volonté de modification des pratiques. Et donc il faut accepter effectivement ce rapport au temps qui soit un peu décalé entre du court-termisme du point de vue de la performance économique, voire même sociale des fois, via des indicateurs de reporting, etc. Et en même temps un facteur humain dont on ne peut pas décréter la transformation juste en l'énonçant finalement. Geoffroy Verdier, alors du côté associatif, dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est forcément plus facile que dans le secteur économique dit classique, que dans les grandes entreprises? Est-ce que parce qu'on défend des valeurs qui sont intrinsèques, qui font partie du projet, est-ce que parce qu'on a mis l'humain plus facilement au cœur de vos métiers et que ça fait partie justement de votre quotidien, est-ce que c'est plus facile de changer les choses pour autant ? Non, on a plutôt l'habitude de dire que
dans le milieu associatif, on est un peu archaïque et qu'il faut dépoussiérer les méthodes. Moi, quand je suis arrivé en 2009, c'est vrai que j'avais à la fois une expérience de dirigeant associatif et en même temps l'envie de regarder un petit peu comment on pouvait prendre les méthodes de l'entreprise dite classique et les appliquer dans l'associatif. Et effectivement, on s'aperçoit que, à la fois, il y a une spécificité du management associatif parce que l'utilité sociale, ou en tout cas, on est sur une table ronde RSE, on est évidemment avec la question de l'utilité sociale, on a des impératifs économiques, bien évidemment. Et puis, en tout cas, pour l'association que je dirige, donc sur tout le département de Loire-Atlantique, l'impact sur le territoire, la création d'emplois non délocalisables, on est voilà. Donc, est-ce que c'est plus facile? Non. Par contre, on a quand même, notamment sur ces questions de RSE, de sens, on a quand même a priori des balises, comme par exemple le projet associatif, l'utilité sociale, qui normalement doivent nous permettre de mettre en œuvre de faire un management en cohérence avec ses valeurs et avec ce pourquoi l'association existe et ce pourquoi on intervient sur le territoire. Alors justement, Nicolas Arnaud, Geoffroy Verdier nous dit que c'est pas forcément plus évident parce qu'on est dans le secteur associatif et l'économie sociale et solidaire. Pour autant, est-ce que, je dirais, dans un jeu de télescopage assez heureux, finalement, les entreprises se sont inspirées des modèles économiques et des modèles de management des associations qui plaçaient quand même dans leur ADN l'humain au cœur du projet, et que les associations, en retour, se sont inspirées des modélisations dans l'organisation de l'entreprise dite classique? Oui, de fait, c'est un mouvement et une porosité qu'on observe depuis plusieurs années maintenant, notamment le modèle des coopératives. Un certain nombre de dirigeants essaient de s'en inspirer, et notamment l'actionnariat salarié à certains égards. C'est aussi une manière de répondre à ce forme de partage de la création de la valeur, finalement. Et à l'inverse, on voit des associations qui se structurent, se professionnalisent au sens je vais recruter des gens qui ont travaillé dans l'entreprise au sens strict, au sens technico-légal, qui peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas toujours le cas, ont mieux appris à manager des structures organisationnelles que ce que d'autres managers ayant passé leur carrière uniquement dans le secteur associatif auraient pu faire. La réalité, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a rarement de bonnes recettes, mais effectivement on voit, et j'ai rencontré une dirigeante récemment qui a fait le saut de passer de l'entreprise au secteur associatif pour gérer une structure, une direction régionale d'une grande association française avec plusieurs centaines de salariés dans sa région. Donc l'objectif de l'association, c'était bien de faire cela. Il se trouve que dans le cas d'espèce, ça se passe plutôt bien, mais c'est variable et encore une fois, il n'y a pas de recette clé en main. Geoffroy Verdier, un mot, un commentaire là-dessus? Oui, moi je pense qu'effectivement les associations s'inspirent, les associations qui sont très anciennes s'inspirent des méthodes de l'entreprise, notamment dans le cadre du management, mais pas que. Et peut-être que certaines entreprises s'inspirent du sens de l'utilité sociale, ou en tout cas du projet collectif des associations. Et voilà, moi je pense que le fait associatif, ou en tout cas l'économie sociale et solidaire, elle a sa spécificité et elle doit rester. Mais en même temps, c'est plutôt réjouissant de savoir que les entreprises des grands groupes se posent des questions, notamment là dans la loi Pacte, je crois, qui est en discussion, où on projet, se pose des discussions sur effectivement la question de l'objet social. Marion Lambert, vous évoquez cette idée, on a commencé à le faire, de transition, et vous en êtes aussi responsable, lourde tâche. En est-il? Mais ça veut dire quoi? Que vous veniez d'un monde un peu plus compliqué, complexe pour les collaborateurs, et que vous avez senti que pour continuer d'exister, il y avait une nécessité radicale de changer, de faire table rase du passé, ou c'est quelque chose de plus progressif? Alors nous, on a choisi de le faire de manière beaucoup plus progressive. En fait, c'est pas un mystère, on vient d'une organisation.
assez pyramidal. Vous n'êtes pas les seuls, hein, voilà, rassurez-vous. qui était assez organisé en silo. Et puis finalement, tout ça a bien changé avec la mise en place de nouveaux services à nos assurés. Enfin, nos missions ont beaucoup évolué. Donc la transversalité est devenue le mot d'ordre, le mode projet est devenu le mot d'ordre. Donc c'était obligatoire pour nous de changer. Si vous gardez des silos alors que les projets sont en transverse, voilà, juste en le posant sur le papier, on voit qu'il va y avoir des cafouillages. Donc c'était clairement une nécessité. Mais pas radicalement. On a une ancienneté assez forte chez nos salariés. C'est aussi la preuve qu'ils sont très heureux dans l'entreprise où ils sont. Donc leur dire du jour au lendemain il va falloir faire radicalement autrement, pour moi qui accompagne ce changement, c'était pas respectueux de leur travail passé. On a plutôt fait ça voilà, en douceur. On parle vraiment de changement culturel, on sait à quel point c'est quelque chose de longue haleine, et on l'a fait en changeant prioritairement, en tout cas en mettant l'accent sur l'accompagnement de nos managers, parce qu'on estime qu'ils sont au cœur du système, que c'est eux qui portent la transition, qu'ils sont les courroies de distribution de tout ce projet, et donc on l'a fait grâce à eux, et voilà, ça réclame d'accepter que ça se fasse à différents rythmes, parce que nous on est quand même 950 au pays, sur la région, donc voilà, ça se fait à des rythmes différents avec la volonté de n'oublier personne. Comment, ça veut dire des enjeux de formation des managers qui doivent changer de culture. Vous les sortez de l'organisation pour qu'ils aillent se former. Vous faites appel à des conseils externes qui viennent former sur place les managers. Comment vous accompagnez le changement ? Eh ben, on fait un peu de tout ça en fait. On va beaucoup voir ce qui se fait ailleurs, donc sur le milieu économique autour de nous. Donc on regarde beaucoup ce que font les entreprises, associations. On fait beaucoup de formations. On est un organisme qui a investi énormément en formation, et puis évidemment on les fait sortir régulièrement. On fait des séminaires, on fait venir tout un tas de personnes très intéressantes pour porter des sujets, comme d'autres entreprises, sur c'est quoi la communication bienveillante, c'est quoi le management par l'art graphique, etc. Donc oui, on s'appuie sur la richesse humaine qui nous entoure. Nicolas Arnaud, comment est-ce qu'on définit dans la désignation et dans les organisations celles ou ceux qui vont pouvoir devenir des managers, de ces nouveaux managers ? Est-ce que c'est évident ? Pendant longtemps, ça a été quand même à la méritocratie ou au nombre d'années passées dans l'organisation, avec une promotion interne assez classique. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Ce sont des profils particuliers qu'on attend. Ce ne sont plus des managers de contrôle, ce sont des coachs ou des animateurs qui doivent réussir à fédérer, parler à cette nouvelle génération. Comment est-ce qu'on les définit, on les désigne ? Alors, effectivement, il y a différentes appellations derrière, mais moi j'aime bien garder cette notion de manager, et j'aime bien effectivement le témoignage de ma collègue, de dire que finalement les managers sont de fait certainement encore plus utiles aujourd'hui qu'ils ne pouvaient l'être hier pour gérer la transition. Et ça, je pense qu'il faut se le dire, et peut-être même le dire haut et fort, parce qu'il y a depuis quelques années quand même un débat sur les managers ne servent à rien, ils sont contre-productifs. Il y a un appel à les faire disparaître. Et un appel à les faire disparaître dans une logique peut-être encore un peu plus extrême. Mais effectivement, aujourd'hui, moi, ma conviction, et on le voit sur le terrain, les organisations n'ont jamais eu autant besoin de leurs managers de proximité. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, de fait. Il y a besoin certainement d'une autre forme de management, et donc il faut faire en sorte que ces managers qui, quand même, à certains égards, se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume, si vous me permettez l'expression, c'est entre leurs salariés qui ont beaucoup d'attentes et des directions générales qui ont aussi beaucoup d'attentes, mais qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc dans ce travail de traduction, c'est pas toujours facile à faire pour eux. Et ce qu'on voit, c'est que les pratiques RH, quand même, encore aujourd'hui, restent assez majoritairement centrées sur on devient manager parce qu'on était un bon expert. Mais on voit bien que ces lignes de tension sont en train de changer. Et j'étais la semaine dernière avec des représentants de la Société Générale, par exemple, et qui nous disaient finalement, nous on est en train de trouver des fonctions de super experts à nos très bons experts, mais pour faire en sorte de leur trouver un rôle qui ne soit pas un rôle de manager, parce que nos super experts ne sont pas forcément nos meilleurs managers de demain. Parce qu'effectivement, il y a une attente d'accompagnement, de fluidifier finalement le travail, et c'est ce qu'un manager doit faire certainement aujourd'hui plus qu'hier. Et donc de fait, il faut aussi repenser un certain nombre de pratiques RH. Il faut aussi, me semble-t-il, que les directions générales puissent avoir un discours peut-être aller au global, plus valorisant vis-à-vis de leurs managers de proximité,
qu'ils n'ont pu l'avoir pendant quelques années, quelques décennies, entretenus aussi, bien malgré eux souvent, dans un modèle économique qui se suffisait à lui-même vis-à-vis du rôle des managers de proximité. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des lignes de tension et de fracture assez fortes pour faire de ces managers des accompagnateurs du changement. Éric Gemin, comment vous les voyez, vous, ces corps intermédiaires ou ces managers pris parfois ou trop souvent entre le marteau et l'enclume? Vous l'avez vécu, ça, à la fois personnellement et peut-être vous, aujourd'hui, en tant que dirigeant, comment est-ce que vous parlez à ces managers intermédiaires? Alors, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors moi, ce qui se passe, c'est que comme j'ai créé pas mal de boîtes, et je les ai créées avec ces managers-là. Et en fin de compte, c'est des rencontres. Moi, je rencontre une personne, comme je disais avec Johan, j'ai rencontré aussi j'ai un collaborateur qui travaillait dans ma boîte. C'est un dessinateur, il faisait du bon travail. J'ai eu l'opportunité de créer une entreprise à Rouen. J'ai dit, écoute, ça te dirait pas d'aller là-bas et de prendre la direction? Bon, il m'a dit pourquoi pas. Il a vendu sa maison, il est parti avec sa famille, il a été là-bas et aujourd'hui c'est un manager et ça se passe bien. Ce qui est compliqué quand on est dirigeant d'un groupe ou autre, le système, je reviens au slow management, où le système fait qu'aujourd'hui on met beaucoup d'objectifs et autres. Mais moi, ils n'ont aucun objectif. Mais aucun, comme je dis, c'est aucun. C'est-à-dire, je ne leur demande pas qu'ils doivent faire tant de chiffre d'affaires. J'ai aucun de mes managers sur tous les sites qui a un objectif financier. La seule chose que je leur dis, faites en sorte que ça fonctionne. Nous, on redistribue 50% des bénéfices à tous nos collaborateurs par l'intéressement. La seule chose que nous, on souhaite, ce que moi, je souhaite en tant que dirigeant du groupe, c'est simplement que chacun puisse s'épanouir dans l'entreprise, qu'il puisse venir au boulot avec la banane, que les managers puissent transmettre cette même chose et que surtout, qu'ils ne mettent pas la pression à leurs collaborateurs parce qu'ils doivent faire du chiffre, ils doivent faire des heures ou des choses comme ça. Et moi, je me rends compte que quand vous avez un collaborateur qui est bien dans sa tête, qui se lève le matin, qui a la banane et qui dit « je suis content d'aller au boulot », comme nous on fait de la prestation, on met nos collaborateurs chez les clients, il est content, le client il est content parce que lui il a un collaborateur, un prestataire qui fait du bon travail parce qu'il est bien, l'entreprise elle fonctionne, ça permet de se développer, on redonne 50% de nos bénéfices à tous nos collaborateurs. Je vous jure que quand vous êtes manager de ça, et quand vous êtes grand manager de tout ça, vous avez des gens qui ont la banane, vous avez vraiment la banane. Mais Éric Gemin, est-ce qu'on peut transformer tous ces anciens managers en nouveaux associés? Alors, c'est possible ça? Oui, il n'y a pas de problème. Faut juste simplement leur proposer. Alors, il y en a qui vont être réticents parce que ils vont dire « Ah non, moi prendre trop de responsabilités, c'est trop compliqué et autres ». Par contre, vous en avez d'autres et ils vont dire « Ouais, moi ça m'intéresse ». Et puis, il y a une chose qui est intéressante, c'est aussi la transmission. C'est-à-dire que quand vous créez un bébé, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est toujours votre bébé. Mais à un moment donné, il faudra bien partir. Donc il faut bien transmettre. Et la transmission, il faut la faire dès le début. Il faut savoir un petit peu où vous voulez aller, savoir si vos collaborateurs ils sont dans le même sens. Et c'est un vrai plaisir quand vous travaillez avec des gens comme ça. Alors justement, les accompagner, Marion Lambert, vous avez développé quelque chose qui s'appelle le co-développement à la CARSAT. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans cet enjeu de transition ou de transformation, de mutation chez vous? Dans ce moment, on les sollicite pas mal, où on leur demande beaucoup d'évoluer en termes de posture managériale, comme on l'a expliqué à tour de rôle. On s'est dit qu'il fallait qu'ils aient des espaces où ils allaient pouvoir parler de leur vraie vie, en fait, en toute sécurité, sans le regard de la ligne hiérarchique, et où on allait parler de nos vraies problématiques terrain. Donc ça, c'est du co-développement. C'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a une technique très précise que je ne vais pas développer là, mais c'était vraiment cet enjeu de pouvoir offrir des espaces dédiés où on va se co-développer ensemble, on apprend les uns des autres. C'est des espaces où on se rend compte que nos problématiques, on ne les vit pas tout seul finalement en tant que manager. Les difficultés sur lesquelles on a peut-être du mal du fois à s'avouer en plus haute vulnérabilité, les autres pairs la vivent aussi. Donc c'est des endroits de sécurité où on parle de notre vraie vie au travail. Et ça fonctionne, ça produit des choses intéressantes derrière. En tout cas, ça soulage, ça c'est certain. Oui. Et ça renforce la cohésion, j'imagine. Exactement. Et ça génère ce qui est crucial en entreprise, c'est la reconnaissance. Puisqu'on apprend à se connaître les uns les autres et qu'on ne reconnaît que ce qui est connu. Donc le premier effet positif, c'est qu'on se reconnaît dans cette communauté de managers et on ose aller se chercher les uns les autres quand on vit des moments moins évidents. Et il y en a dans la vie de manager.
Geoffroy Verdier, chez ADT, vous avez été aussi contraint, je dirais, heureusement, bien sûr, à faire et à anticiper les choses parce qu'il y avait un départ ou des départs nombreux à la retraite d'une première classe d'âge qui allait donc vous quitter. Vous deviez penser évidemment en jeu de recrutement derrière, en jeu d'emploi pour ADT. Oui, effectivement, depuis que je suis arrivé en 2009, on parle du départ en retraite des baby boomers. Les différentes réformes de la retraite ont fait que on a eu un petit peu plus de temps finalement, mais ça y est, en fait, on est en plein dedans. Et concrètement, pour ADT, c'est des départs en retraite qui sont multipliés par 5. C'est 15 à 20 personnes qui partent par an et qu'il va falloir remplacer, en sachant qu'on avait déjà, alors on a 98% de femmes, donc des congés maternité nombreux, des absences classiques, et puis en plus on a une activité qui se développe, et notre activité, elle se développe à partir du moment où on a des salariés qui peuvent réaliser la prestation. Donc en fait, sur la question... sur cette question du recrutement qui est un enjeu classique et qui est l'enjeu important aujourd'hui dans toutes les entreprises, la question c'est plus un enjeu, c'est carrément, aujourd'hui on n'est plus en concurrence avec nos collègues, c'est-à-dire à savoir qui va être sollicité. La concurrence, elle se trouve, s'il y en a, à être en capacité de recruter des personnes. Il y a un candidat et il y a peut-être 10 propositions derrière. Est-ce que cette situation justement et ce challenge n'est pas une opportunité finalement de faire ces changements? Parce que cette question est générationnelle. Enfin, Nicolas Arnaud, peut-être, je parle sous son contrôle, me corrigera. Mais est-ce que c'est pas l'occasion, en tout cas, de parler à cette nouvelle génération qui va remplacer les anciens qui s'en vont pour opérer ces changements-là, ces changements de culture, de libérer les énergies, comme vous dites? Complètement. Depuis 9 ans, on a mené un certain nombre de transformations avec des résistances, avec des salariés qui ont fait 40 ans de leur carrière dans l'association. Donc, les résistances, finalement, elles sont assez naturelles. Sans être désagréables, le fait qu'effectivement il y ait un certain nombre de personnes qui partent et surtout de nouvelles personnes qui arrivent avec des différences de génération, c'est vraiment l'occasion de passer à autre chose parce que c'est vraiment l'occasion de passer à autre chose parce que les aspirations des nouveaux entrants sont pas du tout les mêmes, et non seulement c'est l'occasion mais c'est indispensable de passer à autre chose parce que pour attirer et pour recruter les salariés de la nouvelle génération, en tout cas dans notre métier, on a effectivement intérêt à se remettre en question. Nicolas Arnaud, est-ce que c'est vrai que cette nouvelle génération est... Alors on lui reproche d'être mobile, versatile, elle est si différente que celles et ceux qui sont en train de partir à la retraite? Alors, effectivement, nous, dans le cadre de la chaire, on a mené une étude administrée par BVA l'an dernier. On arrive à des résultats qui sont plus discutables que le grand discours qu'on entend un peu partout sur ces nouvelles générations sont radicalement différentes des anciennes. La pensée dominante nous fait un peu passer pour des réacs quand on parle d'eux, génération Y, qui est un peu insolente et qui a des attentes très différentes de management. Je lisais encore un article ce matin qui disait que, donc la thèse de l'article, c'était que les nouvelles générations étaient plus conservatrices que les anciennes. En tous les cas, nous, dans le cadre de l'étude qu'on a menée, donc administrée par BVA, on avait interrogé les salariés français, non managers, non cadres, sur leurs attentes vis-à-vis du travail, sur leur niveau d'engagement et sur les facteurs de motivation pour augmenter l'engagement. Finalement, c'est moins de 35 ans, si on parle des générations Y et Z, nous rapportaient des attentes strictement identiques aux plus de 35 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à s'engager plus pour avoir un statut, des rémunérations supérieures, parce que souvent quand on est salarié avec un niveau de qualification peut-être aussi plus faible, on a effectivement des niveaux de rémunération dont il y a une attente d'évolution. Mais en tous les cas, ce que nous rapporte de manière globale, sans rentrer dans trop de détails, cette étude, c'est que finalement les attentes sont relativement les mêmes des salariés plus anciens, donc plus de 35 ans. Et c'est pour ça que dans mon propos introductif, je disais qu'il y avait des nouvelles
les attentes des salariés vis-à-vis du travail, mais sans faire une distinction générationnelle. Et alors je vois que certains hochent la tête à ma gauche, ça me rassure, dans la mesure où effectivement, on a aujourd'hui des salariés qui sont peut-être, on va dire, même si j'aime pas trop l'expression, moins loyales vis-à-vis de leur entreprise qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Fidèle peut-être. Ou fidèles. Mais de fait, l'environnement économique a changé. Je veux dire, il y a un marché de l'emploi, il y a une mobilité qui est plus grande, il y a une employabilité sur lesquelles individuellement les salariés ont des fois envie de la faire jouer. Mais c'est pas les moins de 35 ans versus les plus de 35 ans, ça me semble extrêmement réducteur. Et en plus, parmi les moins de 35 ans, il y a aussi une galaxie de différences absolument monstrueuses en fonction du niveau de qualification, en fonction de la zone géographique. Enfin bref, c'est trop réducteur, me semble-t-il, que de dire que les nouvelles générations ont des attentes au global très différentes. Alors une génération qui a une relation en tout cas au temps et sans doute au savoir différente. Marion Lambert, peut-être un mot sur l'accompagnement à la formation. Qu'est-ce que vous leur promettez? On a parlé des managers, mais de l'ensemble des collaborateurs en termes de relation au savoir et de montée en compétences à la CARSAT. Parce qu'elles sont là aussi les attentes, elles ne sont pas uniquement dans la rémunération, dans la promesse et la garantie de travail, mais aussi de la question des montées en compétences. Et d'ailleurs, toutes les études montrent que généralement, quand on parle de reconnaissance, on ne parle pas de reconnaissance financière. Je souris parce que je rebondis sur ce que vous disiez. Pardon. Moi, j'aime pas déjà cette capacité qu'on pourrait avoir à nous mettre dans des catégories. Peut-être parce que moi, je n'aimerais pas en faire partie. Mais je pense que ce qui fait sens pour chacun de nous, c'est la qualité des relations humaines qu'on noue au quotidien. Et ça, je pense que c'est intergénérationnel. On en a tous besoin. C'est ce qui donne le sens au quotidien. Qu'est-ce que je leur promets? Je leur promets, en tous les cas, d'avoir accès à des formations, d'avoir accès à un panel d'opportunités pour pouvoir exercer leur métier en ayant les compétences. J'aimerais les outils, mais on est assez dépendant de systèmes qui nous dépassent, nous, dans notre institution, mais d'avoir les moyens d'exercer leur métier et d'avoir l'information utile pour comprendre les changements qu'on leur fait vivre. Et à partir de là, je pense qu'on a les moyens et ça fait sens et on ne se pose pas la question tous les matins de savoir qu'est-ce qu'on vient faire quand on s'assoit. Parce qu'alors là, je pense qu'on grille du carburant et pas le bon carburant. Parce que je vous rejoins, je pense que la qualité de vie au travail, avant tout, c'est d'être en bonne santé et on sait que faire son travail et avoir du sens au travail, ça concourt largement à être en bonne santé. Ça marche dans les deux sens, en fait. Éric Gemin. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que bon, moi, j'ai beaucoup de jeunes. D'accord avec Nicolas Arnaud. Moyenne d'âge est moins de 30 ans. J'ai des jeunes. Nous, on fait de la prestation, donc on ne peut pas avoir un système économique qui nous permet de leur mettre des gros salaires. Mais alors, quand vous avez des collaborateurs et que vous parlez de leur projet de vie, que vous échangez avec eux et que vous pouvez les accompagner dans leur projet de vie, je vais vous donner 2 ou 3 petits exemples qu'on a mis en place. J'avais un collaborateur qui travaillait à Angers. Il vient me voir, il me dit, écoute Eric, voilà, je vais démissionner parce que je me marie, je démissionne et je pars à New York. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ma copine, elle a fait un post-doc qu'elle doit faire à l'étranger, elle a trouvé à l'hôpital de Manhattan à New York, donc elle part pendant 1 an et demi, je démissionne, je me barre. Ok, je lui dis, mais tu vas pas pouvoir travailler là-bas? Il me dit, bah non. Mais alors je lui dis, moi je te propose un deal, je te garde sur l'entité d'Angers, je diminue ton contrat au lieu de ta temps plein, je te mets à 40 heures par semaine, tu vas essayer de faire du télétravail et on va voir ce que ça donne. Il part là-bas, il fait du télétravail, lui il était content, sa compagne était contente parce qu'elle déculpabilisait le fait qu'il démissionne une boîte où il était bien, voilà, et ils partent là-bas. Au bout d'1 an et demi, ils reviennent. Elle, comme elle a fait du bon travail, les Américains lui ont dit on te fait un chèque d'1 demi-million de dollars et tu continues à travailler sur la recherche médicale, elle travaille sur le cancer du sein. Elle a dit ok, mais il faut que mon mari il a une autorisation de travail. Donc lui, il a une autorisation de travail, donc il pouvait travailler dans n'importe quelle boîte aux États-Unis, mais lui avait envie de continuer avec nous. Alors avec Madaf, on était à l'ambassade des États-Unis pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui. L'ambassade des États-Unis nous dit, en France, elle nous dit 2 solutions, ou vous faites du portage salarial ou il faut créer une boîte pour votre collaborateur. J'ai décidé de créer une boîte. J'ai pas fait d'études de marché, j'ai rien fait. J'ai créé la boîte pour lui. Et donc, plein temps là-bas. C'était à New York, on est dans le domaine industriel, c'était compliqué. Donc, je me suis fait aider par la CCI et plein d'autres organismes. J'ai pris un jeune en VIE. Il est parti là-bas, il a fait le développement. Et aujourd'hui, le VIE, il est dirigeant de l'entreprise là-bas. Et aujourd'hui, on a 7 personnes là-bas. Bon. Et je peux vous en raconter plein d'histoires. Mais Éric Gemin, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous quitte, ou vous êtes très amoureux de vos collaborateurs, ou vous êtes un opportuniste? Parce que finalement, c'est très bien de travailler chez vous, on devient dirigeant à New York.
Mais non, ce qui fait, c'est que moi, ce que je suis beaucoup attentif quand je disais quand je fais l'entretien, c'est demander le projet de vie. Vous avez des gens, leur projet de vie, c'est d'habiter à 5 km de leur lieu de travail, d'avoir une maison, 3 enfants, une petite vie tranquille, et puis vous en avez qui ont envie de faire plein d'autres choses. Et quand vous grattez, quand les gens ils ont des vies, moi je leur pose toujours la question quand je fais l'entretien d'embauche, comment tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans? Et là, vous avez plein de jeunes qui ont plein de projets. Des petits, des moyens, des grands. Il y en a qui n'en ont pas, c'est pas grave. Mais vous les embauchez et quand vous suivez leur projet de vie, moi ce que je souhaite, c'est qu'ils soient vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui viennent pas travailler, qui viennent prendre du plaisir dans l'acte du travail. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, les générations de jeunes aujourd'hui, je vous jure que quand vous travaillez dans ce sens-là, ils sont hyper dynamiques. Et c'est pas des questions d'heures de temps de travail, parce qu'on travaille beaucoup maintenant en mode projet. L'ancien temps, c'était on commence 8h, midi, 2h, 6h. Aujourd'hui, on est plutôt en mode projet. Et c'est ce qui intéresse les jeunes. Si à un moment donné, vous leur amenez pas un projet qui va en sens entre leur vie et leurs ambitions, ils vont partir. Donc, en ayant des projets pour eux, si vous les accompagnez, derrière, vous avez une dynamique et un résultat surprenant. Nicolas Arnaud, peut-être pour terminer, parce que c'est important, on le comprend, ça doit être incarné, vécu très fort par le dirigeant, et Eric justement incarne ça, mais aussi ça vient bottom-up, c'est les collaborateurs qui vont pousser à ces changements. C'est un mouvement qui se télescope Oui, également. Oui, absolument. Mais ce qui est important, c'est que c'est quand même la hiérarchie, la direction qui doit finalement insuffler quelque chose. Et finalement, on ne peut pas demander à nos collaborateurs de changer si en tant que dirigeant, on ne change pas nous-mêmes, ou en tout cas, on n'incarne pas par des pratiques, des éléments de discours. Et effectivement, l'enjeu des espaces de discussion, des co-développements, d'ouvrir la porte aux salariés sur finalement de quoi vous avez envie dans votre vie au sens large, c'est effectivement de belles manières, tout ça, de donner du sens au management, de donner du sens à l'engagement. Et on sait très bien que quand il y a du sens, effectivement, en général, il y a un engagement et de belles réalisations derrière. Merci à tous les quatre. On arrive déjà au bout de cette première séquence de ce dernier numéro des rendez-vous RSE, toujours au cœur des universités Jules Verne. L'occasion, à travers vos témoignages, de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer dans les organisations. Merci encore à vous quatre pour vos témoignages.